J'ai le plaisir d'être avec Olivier. Bonjour Olivier. Ouais, bonjour. Olivier, tu sors juste de scène. Est-ce que tu peux te présenter qui tu es, Olivier? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Olivier Gibert, j'ai 50 ans, je suis Chief Technology Officer pour Carrefour. Bah écoute, merci beaucoup de nous rendre disponible quelques minutes. Tu sors vraiment de scène. Là, j'ai assisté, ça a duré 40 minutes à pas mal de choses que tu as discutées. Je voulais prendre 2-3 choses qui me paraissaient intéressantes et que je voulais que tu partages à notre audience. Déjà, on est ici au Brésil. Alors, c'est un peu paradoxal. On parle de Carrefour alors qu'on est au Brésil ensemble. Est-ce que tu peux me dépeindre un peu la situation de Carrefour au Brésil? C'est quoi? Est-ce que c'est un marché important ou pas pour vous? C'est stratégique ou pas? Alors, le Brésil, c'est en train de devenir le premier pays pour Carrefour. Longtemps, la France a tenu le haut du pavé. Et là, l'activité s'accélère. Alors, on a racheté les activités de Grupo Big l'an dernier, qui était en fait l'activité de Walmart sous cette enseigne-là. Et on a une croissance très soutenue ici. Donc le Brésil est quasiment devenu le premier pays pour Carrefour. Tout à l'heure, tu l'as dit sur scène, je me disais que tu flattais l'ego de l'audience, mais quand tu regardes la progression, ça va dépasser la France? Oui, on est déjà en fait en 2022 sur les résultats qu'on a annoncés en ROC. Le Brésil est déjà un petit peu devant la France. Et le troisième, c'est quoi alors dans le podium? Le troisième pays, ça va être l'Espagne. D'accord, donc on est France, Brésil, Espagne, et ensuite si la progression continue, le Brésil il va décoller, puis la France pourra plus le dépasser. Alors tu vois, on est dans le café de l'e-commerce, on parle beaucoup d'e-commerce. Le thème de la conférence, j'ai beaucoup aimé parce que c'était pas high level, vous êtes allé sur des détails de la composabilité. Il y a pas mal de choses que j'ai pris en note, mais je voulais que tu le partages. Déjà, donc tu expliquais que vous étiez passé d'un monolithe à du composable. C'était quoi les raisons pour lesquelles vous avez choisi de bouger du monolithe vers du composable? En fait, sur le monolithe, on n'avait plus de contrôle. On n'arrivait plus à évoluer assez vite. Donc, il nous fallait regagner de la vitesse pour apporter de la valeur à nos clients. Donc, en fait, on a privilégié cette approche pour des raisons métiers, avant tout. Certes, c'est beaucoup d'implications techniques, mais on l'a fait avant tout pour des raisons métiers, pour être capable de, en découpant, en composant, avoir une approche qu'on peut travailler en parallèle, fournir une super expérience aux clients, une expérience de shopping qui soit vraiment fluide. On voulait s'assurer que notre plateforme serait hautement disponible et elle aurait la capacité à monter à l'échelle, à passer à l'échelle en cas de pic de trafic. Et comme on l'a dit juste avant, être capable de délivrer de la valeur beaucoup plus vite. Auparavant, on était sur 6 mois de délai entre une idée et son implémentation. On a raccourci énormément ce temps. Et quand vous étiez sur ce monolithe, c'était du custom? Vous aviez développé ça en interne? Enfin, il y avait beaucoup de bourreaux. Alors, c'était une solution d'un vendeur qu'on avait extrêmement customisé. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'était devenu un bloc de custom. Ouais. Et aujourd'hui, en 2 il y a encore la dette technologique de ce monolithe où ça y est, il n'y a vraiment plus rien? On a fini de le décommissionner, je pense, il y a 2 ans. Et tu lui disais tout à l'heure, ça a pris 5 ans, c'est ça? Entre le moment où vous avez décidé, on bouge du monolithe vers quelque chose de... Ça s'appelait peut-être pas composable à l'époque d'ailleurs. Et ça a pris 5 ans le projet? Ouais, ça a pris 5 ans parce qu'en fait, le périmètre était gros. Alors là, l'exemple que je donnais, c'était pour la France, mais effectivement, on a dû reconstruire totalement la plateforme sur les activités e-commerce alimentaire, e-commerce non alimentaire, marketplace, donc beaucoup de choses. Donc à la fois à reprendre, à moderniser, à modulariser. Donc oui, c'était une aventure de 5 ans facilement. Et vous avez priorisé, c'est ce que tu disais. Tu commences par le front, c'est customer facing. Ensuite, tu vas d'autres layers et tu finis par le search notamment, parce que c'est searchandising, etc. Et on sait la profondeur de votre catalogue. Et tu finis avec le reste. Tu as fait 5 ans, ça fait 2 ans du coup que vous vivez dans du composable. C'est ça, je fais bien les calculs. Ouais, alors même plus que ça, parce que la première version, on l'a sortie à l'été 2018. Ouais. Elle était que sur le e-commerce alimentaire. Donc oui, donc maintenant c'est quelque chose qui est rodé. Et c'est quoi alors les takeaways avec un peu de recul? Et justement, tu sais, quand tu vois les vendors qui t'expliquent que ça va sauver la faim dans le monde, toi avec le recul un peu le composable, et maintenant que vous êtes bien composable, tu dirais c'est quoi les bénéfices principaux que vous avez pu voir? Je pense que le bénéfice, c'est de garder de la souplesse, c'est-à-dire qu'avec un monolithe, on doit tout prendre. On n'a pas le choix, le moteur de recherche est pas bon, faut faire avec. Quand on a une approche composable, on peut se permet de dire tiens, cette partie-là est pas terrible, je vais la remplacer. Je vais soit par une solution d'un autre vendeur, soit par quelque chose que je vais développer in-house. Donc c'est cette souplesse-là qu'on a. Je pense que la composabilité, donc le fait de découper un système e-commerce en différents morceaux permet aussi d'avancer en parallèle, d'avoir des équipes qui sont chacune sur différents sujets.
donc de délivrer de la valeur beaucoup plus vite. Olivier, franchement, sur ce premier point, on parle un peu de réversibilité. Tu fais un choix et tu te dis finalement, je veux le changer. Dans la réalité, est-ce qu'on change vraiment de solution? C'est-à-dire, si tu reprends l'exemple du moteur de recherche, s'il ne marche pas, c'est pas grave, parce qu'on ne va pas remettre un projet à le changer, non? Eh ben, on a l'expérience de certains. Moi, il y a certains pays qui, effectivement, ont changé, par exemple. Ouais, donc vous l'utilisez, vous êtes composable et vous utilisez les bénéfices. Qui était un écosystème, un contexte favorable aux composables, qui avait une solution qui, pour la partie search, pour citer celui-là, n'était pas complètement satisfait de ce qu'ils avaient, ils ont remplacé, ils en ont mis un autre. Et ou alors un pays a des spécificités, il veut quelque chose de particulier, tu peux le plugger ou le construire, c'est ça? Ouais, ça peut être ça aussi. Hein. C'est vrai que je dirais de manière générale, la façon de faire du e-commerce en Europe est assez homogène. Par contre, si on regarde par exemple en Asie, c'est assez différent, même ici au Brésil, voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Justement, tu me fais une belle transition. Moi, pour être honnête, il y a encore quelques jours, je ne savais pas du tout ce que c'était le Brésil, comment on vend. Est-ce que tu peux me donner, toi, tes insights en tant que Global CTO? C'est quoi les spécificités de l'e-commerce brésilien? Est-ce que vous avez fait? Pour nous, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au Brésil, on a commencé par une activité de e-commerce non alimentaire, où on est plutôt assez fort. C'est là où on fait le plus gros de notre activité. Et sur l'alimentaire, et ben là, on a encore des gains, de la croissance à faire. On n'est pas encore au niveau qu'on attend. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. À la fois sur le front, je pense que maintenant, avec Vitex, on a une bonne plateforme. On travaille beaucoup sur la partie préparation de commandes, qui est quand même la clé du sujet. C'est comment on est capable de préparer vite, d'avoir des commandes complètes, qui soient disponibles dans les temps. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on travaille pour avoir des outils unifiés, un seul outil partout. Au Brésil. Et juste avant que tu continues, c'est la prépa et ensuite la livraison, vous la faites partout au Brésil ou pour le moment vous vous concentrez sur certaines zones du Brésil? En fait, aujourd'hui, la partie alimentaire, la préparation est faite dans nos hypermarchés et donc nos hyper quadrillent le territoire. Et donc en fait, ça nous permet d'avoir une couverture géographique complète. Et de servir toute la population du Brésil. Ok. Et en termes de consommateurs, il y a des spécificités brésiliennes? Je sais pas, ou c'est finalement comme l'Europe du Sud, comme ce qu'on connaît? Je dirais que c'est assez similaire. La différence qu'on a, c'est que nous, au Brésil, on opère sous deux marques, la marque Carrefour et la marque Atacadão, qui est à la base du cash and carry, mais qui est aussi ouvert aux clients B2C. Donc en fait, Atacadão s'est lancé, c'est une marque fantastique ici, hein. Ils ont une image incroyable. Atacadão a démarré son activité e-commerce il y a 1 an et demi et on a des enjeux de croissance énormes. Donc on est en train effectivement de moderniser notre plateforme, d'arrache-pied, pour être capable de soutenir la demande. Cette marque, elle existe toujours ou c'est Carrefour? Ouais, non, elle existe toujours. Ouais, vous gardez le Atacadão nom. existe toujours. En tant que marque, tous les Brésiliens connaissent Atacadão. Et du coup, vous l'avez migré vers le stack que vous aviez, c'est ça? Ou vous avez laissé ce que... C'est en cours. En cours. On est en train de faire des travaux, justement, pour lesquels on ne peut pas encore trop faire d'annonce, mais ça va justement, venir. Tu arrives à la dernière conclusion. Enfin, ma conclusion, c'est quoi la roadmap là? C'est les projets sur lesquels tu bosses là, les 12 prochains mois. Et puis plutôt Brésil, si tu as quelque chose. Côté Brésil, c'est ça. C'est vraiment passer à l'échelle la partie B2B avec Atacadão, donc mettre en place une plateforme qui va nous permettre de soutenir la croissance qu'on voit qui est déjà fantastique. Atacadão, on a commencé il y a 1 an et demi. L'an dernier, on a fait 600 millions d'euros de GMV en 1 an et demi. Donc voilà, là, on a des chiffres qui sont faramineux ici. Et donc, il faut qu'on soit capable d'avoir de la technologie qui soutienne tout ça au service du business. Et il y a d'autres choses en termes de features plus spécifiques pour le Brésil ou pas? Au Brésil, Customer facing, je veux dire, ouais. On va aussi tester là le commerce conversationnel avec WhatsApp. Ouais. Donc, WhatsApp au Brésil, c'est quelque chose qui est implanté, je dirais 10 fois plus qu'en France. En France, on en fait un usage, on s'en sert, mais ici, un Brésilien, on peut pas lui enlever WhatsApp. Donc, on va aussi commencer à travailler pour implémenter WhatsApp sur du e-commerce. C'est amusant que tu dises commencer parce que dans le podcast avec Laetitia, on parlait beaucoup de ce que vous faites avec WhatsApp et j'ai l'impression que vous étiez déjà pas mal avancé, notamment au Brésil. Le catalogue était là, le service client était là, donc je vous vois déjà avancer. Voilà. C'est ça, le catalogue il est là, le service client il est là, l'étape d'après c'est la transaction, exactement. Merci 1000 fois Olivier, plein de succès et au plaisir de se recroiser. Au revoir. Merci.